je représente la Semaine du Son Canada. Donc c'est la Semaine du Son au Canada, existe depuis 5 ans. Et donc on organise en fait différentes tables rondes chaque année, durant une semaine, des tables rondes, des événements artistiques pour sensibiliser à la conscience du son dans notre environnement, mais aussi bien sur l'aspect de la santé, mais également des éléments plus au niveau éducatif, mais également sur nos scènes. Donc on a souhaité en fait venir vous rejoindre aujourd'hui pour justement essayer de réfléchir à cette place du sonore et les enjeux qu'il y a dans notre vie quotidienne. Parce que la particularité quand même du son, c'est qu'en fait le son on ne le voit pas. Alors parfois eh bien, le son pourrait faire des dégâts dans notre vie ou nous faire très plaisir, mais on ne sait pas jusqu'où c'est vraiment agréable. Ah, c'est Madame Laure, Claire, tu as ton petit couvre-chef. Donc, j'ai avec moi le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui plusieurs invités. Monsieur Ronald Choquette, Monsieur Ronald Choquette possède une maîtrise, un doctorat clinique en audiologie. Il est professeur agrégé en audiologie à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal depuis plus de 9 ans, ce qui est beaucoup aussi auprès des patients. Et il enseigne l'évaluation et la réadaptation audiologique chez l'adulte. Il est également membre du conseil d'administration de l'organisme Audition Québec. Je vais parler encore plus fort, même si ce n'est pas mon habitude, mais je vais le faire encore plus. Voilà, donc j'ai M. Choquette qui donc fait partie du conseil d'administration de l'organisme Audition Québec. Nous avons aussi avec nous Thomas Dupont, qui est professeur au département de génie mécanique de l'ETS, c'est-à-dire l'école de technologie supérieure. Sa recherche est en partie axée sur les matériaux structurés pour la réduction du bruit et des vibrations. On verra justement comment l'aspect vibratoire peut aussi rentrer en ligne de compte dans notre écoute. Pascale Godet, présidente de la Semaine du Son, qui est enseignante-chercheuse à l'UQAM et à l'UTJ2 en France, présidente donc de la Semaine du Son Canada. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En questionnant quelle est la place du son, est-ce qu'on sait ce qu'on écoute chacun tous les jours, qu'est-ce qu'on écoute, est-ce que vous avez une idée de ce que vous écoutez, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes sur est-ce qu'on entend tout ce qui est notre environnement ou des choses que précisément qu'on pense entendre? Ben, c'est sûr que la première chose qu'on entend, c'est la parole. Parce qu'au fond, l'audition, dans mon domaine, on dit tout le temps qu'un problème d'audition, c'est un problème de communication. T'sais, si tu n'entends pas ce que quelqu'un dit, ben, c'est difficile de communiquer. C'est une des premières fonctions, parce que l'être humain est un être social. Donc, c'est sûr, c'est une des premières choses qu'on va utiliser. Donc, la parole, un des premiers éléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on perçoit? Vous voyez, par exemple, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est là en permanence. Est-ce que vous le percevez? Qu'est-ce que c'est là? Mais qui a une fréquence très précise. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut presque les réaliser, même si Oui, parce que je pense que c'est des machins tournants, donc on peut assez facilement déterminer quelles sont les fréquences qui vont prédominer finalement. Mais dans les types de bruits qu'on peut entendre, il y a à la fois les bruits, il va y avoir les bruits fonctionnels et puis les bruits non fonctionnels. Les bruits fonctionnels sont là pour justement... Parce qu'on parle de son, de bruit, mais on entend absolument rien. On comprend, c'est dommage. Oui, Écoutez, moi je vais vous donner un atelier sur la voix, un atelier de 10 minutes, qui va vous permettre de projeter. c'est une bonne chose. Oui, Oui, sinon, on met tout le monde un peu de problème des oreilles. donc l'aspect fonctionnel, mais est-ce que je vais un peu titiller, mais ça veut dire quoi l'aspect fonctionnel du son et l'aspect pas fonctionnel? Parce que je ne suis pas
Alors un aspect fonctionnel, c'est associé donc en fait c'est un son qui va vous permettre finalement de savoir l'état de d'un système, ou qui va vous permettre d'agir en fonction de ce que vous entendez. Typiquement, je prends les alarmes de recul. Eh ben, une alarme de recul doit être entendue, d'accord. Donc ça, c'est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va entendre effectivement. Alors maintenant, on commence à changer les alarmes de recul, parce que finalement, il y a à la fois une alarme de recul, c'est à la fois fonctionnel et à la fois non fonctionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la personne qui doit être alertée, c'est fonctionnel. Par le riverain qui habite à côté à 6 h du matin, c'est non fonctionnel. Donc du coup, c'est assez compliqué finalement de trouver un compromis. Et donc là, il y a eu des études très intéressantes là, qui ont été faites par des gens de l'IRSST et par l'Université de Sherbrooke sur les alarmes de recul. Et je ne sais pas si vous écoutez, donc avant les alarmes de recul, c'était effectivement c'était une alarme, c'était comme une sirène, quoi, si vous voulez. Et maintenant, c'est du bruit blanc par intermittence. Et c'est vrai que si vous écoutez, il y a plusieurs finalement, systèmes de la ville de Montréal qui s'est équipé finalement de ça. Donc ça, c'est typiquement un exemple d'un bruit qui peut être à la fois fonctionnel et à la fois non fonctionnel. La même chose pour quand vous conduisez alors maintenant il y a de plus en plus de voitures électriques, mais quand vous conduisez un véhicule à moteur à explosion, c'est moins le cas nord-amérique puisque vous avez des boîtiers automatiques, mais en Europe par exemple, vous avez besoin d'avoir une information sur le régime moteur pour pouvoir changer finalement votre vitesse. Donc pour le conducteur, le bruit d'explosion va être finalement fonctionnel, parce qu'il a besoin de ce bruit-là pour savoir quand est-ce qu'il a besoin. Il pourrait regarder son compteur, mais il va utiliser ce bruit-là pour savoir quand il va changer de vitesse. Et par contre, pour le passager, non, c'est pas fonctionnel du tout. Et donc du coup, donc voilà, c'était deux exemples où finalement des bruits qui peuvent être fonctionnels pour certains, non fonctionnels pour d'autres. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais ça c'est important de savoir qu'effectivement on a besoin de certains bruits finalement, et il y a d'autres qui vont être plus parasites et qui vont plus participer à l'inconfort, voire à la dégradation de la santé auditive. Oui, est-ce que vous faites une différence entre entendre et écouter? Ah oui, je pense, oui, tout à fait. Là, je vous laisse la parole, je pense que vous êtes... Oui, tout à fait. L'écoute, en fait... ouais, non, mais l'écoute, ça va être, enfin, vous compléterez, va être un focus, donc vraiment avec une conscience précise sur ce qu'on est en train d'écouter. Parlez dans le micro. Vous n'entendez rien, mais là, je ne parle dans le micro, mais c'est pas mieux. Le micro ne marche pas. Le micro marche pas. Il n'est pas branché. Il faut parler là. Ah, ça va mieux? Oui. Donc l'écoute, elle focalise sur un son précis, donc avec une conscience particulière de ce qu'on est en train d'écouter. Là, vous focalisez sur ma voix, parce que je suis en train de vous communiquer une information, et vous entendez ou pas le bruit de fond. Donc entendre, c'est vraiment d'une manière générale, en conscience ou sans conscience. Ça peut être global. Enfin, ça l'est souvent d'ailleurs, mais par exemple, vous n'entendez plus le craquement de votre parquet à la maison tellement vous y êtes habitué. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors que l'écoute, elle se concentre sur l'objet, ou du moins la source sonore qui vous intéresse. Et c'est en ça que finalement le cerveau lui sélectionne. Donc par rapport à la question de départ d'Emmanuel, comment dire, on a des habitudes, on développe tous des habitudes. Et ces habitudes font qu'on va se focaliser sur des sons ou pas, qu'on va être gêné par des sons ou pas. Donc la gêne, c'est pas forcément lié au décibel, c'est aussi lié à votre culture auditive propre qui fait que le cliquetis du stylo pendant 10 minutes à côté de votre oreille va profondément vous déranger, ou la mastication de votre voisin. Donc en fait, écouter ou entendre au quotidien, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et puis pour revenir à ce que disait Monsieur Dupont, il y a l'acceptation du bruit social. Combien de personnes, y compris nous, acceptons le bruit que va faire l'avion, que va faire le bus, parce que ce son-là, il a une fonction sociale, qui aide les gens à se déplacer. Donc voilà, c'était à la fois pour répondre sur écouter et entendre, mais vous allez peut-être compléter.
et puis répondre à ta question. M'entendez-vous? Oui, ben, je suis d'accord. Au fond, entendre, c'est plus général, alors qu'écouter, c'est plus, on va plus se concentrer sur le stimuli sonore qu'on entend. C'est ça, différent. Entendre, c'est un peu plus passif, alors qu'écouter, c'est plus actif. Je vais poser une question. Est-ce qu'on entend seulement avec l'appareil auditif ou on sent aussi les vibrations sonores? Parce que j'ai l'impression, oui. Ben, c'est sûr que, excusez, c'est sûr qu'on entend principalement par nos oreilles, mais c'est sûr qu'on entend aussi au niveau de la vibration. Et, oui, on peut capter comme des vibrations, puis ça fait partie de notre écoute dépendant des environnements. Parce que j'ai vu aussi danser des gens que n'entendaient pas. Et ils font de la danse. Et c'est la perception du corps. Pour ajouter un exemple pour illustrer, pour répondre à votre question, en fait, bien souvent, lorsqu'on enregistre votre voix et que vous l'écoutez, vous ne la reconnaissez pas. Beaucoup de gens sont dérangés justement parce qu'on enregistre leur voix et quand ils s'écoutent, ils ne s'identifient absolument pas. Eh bien, il y a une raison à cela, c'est parce que la première perception que l'individu a de sa voix, c'est par conduction seule, c'est par les tissus du corps, par les os. Et donc, effectivement, quand on est enregistré, on n'a pas cette perception-là de sa voix. Voilà, donc ça c'était un exemple parmi tant d'autres. Moi, je peux vous donner un autre exemple. En fait, dans un laboratoire, là, en fait, il devait retranscrire finalement le plus fidèlement possible un bruit dans un habitacle d'engin de chantier, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis donc ils ont tout fait pour avoir un signal assez audio-conforme, c'est-à-dire un signal qui reproduit assez bien. Et puis ils le faisaient écouter au casque. Et les gens étaient complètement insatisfaits. Ils disaient non, c'est pas possible, ça ressemble pas du tout. Et en fait, pourquoi? Malgré que le signal était audio-conforme, c'est-à-dire exactement le même signal que ce qui avait été enregistré finalement, et bien parce qu'il manquait la sensation des basses fréquences sur le corps. Donc ils sont allés rajouter finalement des haut-parleurs, des boomers finalement, pour reproduire, même si on exagérait un peu trop les basses fréquences, les gens avaient plus l'impression de retrouver la même sensation, donc la même sensation et puis le même son. En fait, pour eux, le son, c'était à la fois ce qu'ils entendaient et ce qu'ils percevaient sur leur corps. En fait. Donc voilà, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. Mais pour les basses fréquences, hein, bien sûr. Alors, à vous entendre, c'est comme si il y a vraiment ce qu'on va pouvoir écouter, puis il y a tout ce qu'on entend. Mais est-ce que dans tout ce qu'on entend autour, est-ce qu'il y a des choses qui finalement pourraient être nocives en fait, pour être nocives? Est-ce que en fait, dans ces choses qu'on entend et qui finalement appartiennent à notre quotidien et que peut-être on n'écoute plus, mais qu'on entend, est-ce qu'il y aurait des choses qui, à notre insu, en fait, agiraient sur notre santé auditive, sur notre santé mentale, ou qui finalement auraient des incidences sur notre devenir au fur et à mesure de notre vie? Je pense que ça c'est d'abord les audiologistes. Mais c'est sûr que les bruits, surtout s'ils sont à niveau élevé, mais ça peut causer premièrement une surdité. Donc souvent, la surdité va affecter ce qu'on appelle l'oreille interne. Puis quand l'oreille interne est affectée, c'est permanent. Ça, c'est une des conséquences du bruit. Une autre grosse conséquence qu'on voit beaucoup, c'est les personnes qui vont développer des sifflements ou des bourdonnements qu'on appelle des acouphènes. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Puis souvent, c'est très débilitant, comme on dirait, parce que quelqu'un qui a un acouphène permanent, c'est qu'il l'a 24 heures sur 24, 365 jours par année.
Donc, c'est quelque chose qui est très envahissant. Okay? Une autre chose que l'exposition au bruit peut causer, c'est tout ce qu'on appelle, nous, l'hyperacousie. C'est des personnes qui deviennent plus sensibles au bruit. Que je veux dire par là, c'est qu'ils vont entendre un son qu'ils vont juger très fort, alors que l'entourage va dire non, c'est dérangeant. C'est sûr aussi, il y a tous les aspects non auditifs, augmentation de la pression artérielle, problèmes cardiovasculaires, problèmes de sommeil. C'est sûr, ça c'est moins mon domaine, mais c'est sûr qu'il y a des conséquences. Même hier, j'assistais à une présentation qui disait que le niveau entre le bruit de fond et la parole chez les enfants doit être beaucoup plus élevé. Il doit y avoir une plus grande différence que chez un adulte. Donc, c'est sûr que... Puis ça, c'est pour développer le langage. C'est un enfant qui vit dans un milieu très bruyant, où son école est sur une rue très bruyante, ça peut avoir des conséquences même au niveau de l'acquisition du langage. Ah non, c'était très bien. Je sais qu'en vous écoutant, je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'est sorti de la tête. Oui, les conséquences du bruit environnemental sur la santé, donc on est de mieux en mieux renseigné finalement vis-à-vis de ça. Donc nous on a fait plusieurs études là, en bruit environnemental, notamment pour les ministères. Et effectivement, il a été... on sait que finalement le bruit environnemental, quand on est exposé au bruit environnemental, on va avoir des effets à court terme, moyen terme et long terme. Court terme, c'est effectivement, comme vous avez dit, augmentation du rythme cardiaque, c'est aussi la surprise, c'est le réveil, ça va me revenir, mais c'est l'interaction avec la parole peut effectivement gêner. C'est aussi justement interruption de sommeil ou variation finalement des cycles de sommeil. À moyen terme, effectivement, ce sera plus des problèmes de fatigue, des problèmes forcément de manque de sommeil, d'augmentation de stress, de manque de concentration, de choses comme ça. Et à plus long terme, effectivement, comme vous l'avez précisé, c'est qu'effectivement, il a été montré maintenant dans des études, dans plusieurs études, ça a été montré que finalement que le bruit environnemental, en fait le bruit en sens général, l'exposition au bruit, en fait était un facteur aggravant pour tout ce qui était maladie cardiovasculaire et aussi pour tout ce qui est maladie reliée finalement à la santé mentale, quoi. Donc effectivement, d'ailleurs les ministères ont fait des évaluations du coût du bruit environnemental. Donc là, on parle vraiment du bruit environnemental. Et donc en 2000, il me semble que c'était autour des 2016, là, il disait que c'était à peu près 700 millions de dollars au Québec que ça coûtait ça. Et puis là, j'ai vu les derniers chiffres, je crois qu'on doit être autour des 800 ou 900 000 dollars par année, finalement, au Québec, en fait. Donc ça a un coût certain à la société, quoi. Donc, du coup, mais si vous voulez, j'ai peut-être si ça vous intéresse, là, on avait fait une présentation à des journées d'environnement sonore, et puis on avait un peu relevé l'exposition au bruit des Montréalais. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des exemples. Oui, justement, comme je ne le sais pas par cœur, je peux faire c'était une présentation là qu'on avait fait là. Donc en gros, au Québec, en fait, on estime, donc là c'était en 2016, hein, donc il faut réactualiser, mais en 2016, il est estimé que plus de 1 100 000 personnes étaient exposées à des bruits environnementaux à fort dérangement. D'accord ? Bruit environnemental à fort dérangement. À Montréal, c'était 17% de la population fortement dérangée par le bruit des transports. La nuit, donc l'OMS, en fait, met une valeur cible, c'est pas une valeur limite, c'est une valeur cible lorsqu'on peut pas utiliser, lorsqu'on n'arrive pas à la valeur limite, qui est finalement un niveau qu'on appelle le niveau L-Night, quoi, finalement. Donc normalement on demande à être en dessous de 55 dBA et on s'aperçoit que, donc ça c'était en 2017, ils se sont aperçus qu'il y avait 60% de la population à Montréal qui était au-dessus
du L-Night finalement 55 dB. Des perturbations du sommeil, on estimait qu'une personne sur 5 à Montréal avait le sommeil perturbé. Et puis en plus de ça, on peut rattacher ça effectivement à tout ce qui est inégalité, inégalité de l'exposition au bruit, une inégalité sociale, parce qu'effectivement, si on regardait par rapport toujours aux valeurs de l'OMS, donc un LAEQ 24 heures, c'est-à-dire un niveau global sur 24 heures, et c'est vrai qu'on préconise à ne pas dépasser les 60 dBA, et il y avait 46% de la population avec des revenus inférieurs à 40 000 $ qui étaient exposés à des niveaux supérieurs, alors que finalement pour des personnes qui gagnaient plus de 70 000 $, c'était plus que 30%, c'est quand même beaucoup, mais 30% de la population. Donc voilà, c'était un peu un tour d'horizon de l'exposition des populations au bruit environnemental. DBA, c'est l'abréviation de décibels. Alors oui, alors DBA, oui, ce sont des décibels, c'est ça, ce sont des décibels. A pour une pondération, pour prendre en compte la déformation du son par l'oreille, et le décibel, c'est une échelle logarithmique en fait. C'est des niveaux de pression qu'on passe en échelle logarithmique pour avoir une meilleure représentation. Et quand on parle des moyens termes, ça veut dire quelle quantité de temps? Ah, ça, c'est difficile à estimer, parce que c'est selon les individus. C'est sûr, ça varie selon les individus. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres à certains phénomènes. C'est un peu la même affaire. On peut prendre 2 travailleurs, les mettre dans le même environnement. Ça dépend de la réaction individuelle. C'est pas une mesure. Puis même au niveau physiologique, on peut prendre 2 personnes, les mettre 2 travailleurs, les mettre dans le même milieu. Un va développer une surdité, puis l'autre développera presque pas de surdité. C'est comme, il y a tous ces aspects-là, la variabilité au niveau des humains. Alors, on a ces variables-là, mais du coup, si on a connaissance qu'il pourrait y avoir ces dangers, j'ai envie de dire, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a ce qui nous est propre, mais il y a tout ce qui appartient à ce qui est autour, au niveau des environnements. Ça serait quoi j'ai envie de dire, vous indiquez un nombre de décibels à ne pas dépasser par jour ou par heure, par quoi, par minute? Est-ce qu'il y a des temps de silence à avoir? Est-ce que c'est... on a des personnes qui écoutent beaucoup au casque aussi. Est-ce qu'il y a des types de casques qui sont préférables? Et pourquoi? Qu'est-ce qui, dans notre vie quotidienne, pourrait nous permettre de prendre en compte? Est-ce qu'il faut avoir son sonomètre en permanence au fur et à mesure de nos promenades ou des lieux où on va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les boules qui est, ça coûte moins cher. Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, puisque moi, je suis dans le système éducatif. Et donc, je suis actuellement en train de faire une recherche et je compare notamment les programmes de l'éducation nationale québécois et français sur le champ de l'écoute, précisément. Et je pose la question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'il est prescrit dans les programmes une approche donc des environnements sonores, avec toute l'instruction et l'éducation qui va avec, par le biais de l'écoute auprès des primaires et des secondaires, des élèves de primaire et des élèves secondaires. Et donc, dans ma recherche, je me suis aperçue effectivement que, par exemple, des points d'acoustique vont être abordés, des points sur la physiologie de l'oreille aussi, mais dans le cadre de champs disciplinaires spécifiques, sans qu'il y ait forcément une relation à la problématique qu'on est en train d'aborder ici, qui sont les enjeux socio-écologiques du son. Voilà. Donc en fait, en dehors de ces points techniques, est-ce qu'il y a une approche sensible des environnements sonores par l'écoute, c'est-à-dire avec une somme d'actions, par exemple des promenades sonores, ou au contraire, je ne sais pas moi, ce qu'on vous propose tout à l'heure, des massages sonores, des actions éducatives qui vont sensibiliser la communauté éducative, puisque là j'élargis un petit peu,
les élèves mais aussi les enseignants. En fait, on s'aperçoit pour les programmes québécois que rien n'est stipulé. Si on parle d'enjeux socio-écologiques du son, ça ne figure pas. Et si on parle d'approche d'écoute sensible ou reliée à une écoute technique, c'est-à-dire comprendre pourquoi on réagit comme ça, il faut des éléments d'acoustique, à minima, comprendre certains points physiologiques, à minima, pour savoir pourquoi on réagit comme ça. Et bien en fait, quand on parcourt les programmes, on n'a pas de mots-clés, on n'a pas spécifiquement ces points-là qui sont ciblés. Mais on a des questions beaucoup plus générales qui permettent de l'aborder. Le problème, c'est qu'on n'a aucune étude qui permette, aucune statistique qui permet de savoir ce qui se fait réellement en classe. Pareillement pour les programmes français qui, eux, quand même, abordent davantage ces points-là, notamment par l'éducation musicale, où on a, selon les âges, une problématique liée à la pollution sonore et aux habitudes d'écoute. Mais ça arrive très tardivement, ça arrive à la fin du secondaire. Donc on a vraiment un enjeu, en tout cas en ce qui concerne le milieu éducatif, où il y a tout un travail à faire de structuration pour pouvoir faire entrer dans les programmes cette dimension-là qui est importante dans nos vies, de façon à ce que ça devienne prescriptif. Qu'il y ait vraiment une prise de conscience de la part des générations futures. Qui dit prise de conscience des enfants dit forcément des parents, puisqu'il y a une circulation par rapport à ce qui est fait en classe. Voilà, ça c'est pour mon domaine d'expertise. Voilà. Donc, et pour finir, je reprendrai les propos d'André Martin qui travaille au ministère de la Santé, si je ne me trompe pas, qui disait qu'en fait la politique aujourd'hui est plus curative que prescriptive. Et ça c'est un vrai problème, parce qu'il faut vraiment inverser la vapeur, et c'est parce qu'on va faire de la prévention qu'on va commencer à résoudre les problèmes, et non pas mettre des pansements sur les problèmes en espérant pouvoir les arranger. C'est sûr qu'un des prochains défis, comme dit Madame, c'est au niveau de la sensibilisation des jeunes. Puis c'est sûr qu'un des gros défis qui s'en vient, c'est pour la population des adolescents montants par le port de casque. Maintenant, il y en a de plus en plus. Vous avez juste à aller dans le métro, puis il y a plein de monde qui ont des casques. Puis les études démontrent que l'apparition de problèmes d'audition apparaît de plus en plus jeune. Mais c'est sûr que ça va être un des gros défis qui s'en vient, parce qu'on voit une utilisation de plus en plus prolongée des casques, puis des fois ils ne sont pas bien adaptés, comme quelqu'un qui met un casque dans le métro puis qui n'isole pas bien de l'extérieur, ben, il va avoir une tendance à augmenter le volume, donc il crée un plus gros problème. Donc ça va être probablement un problème de santé publique avec les années. Justement, c'est la question que j'allais poser. Si on met un casque et qu'on écoute très bas, est-ce que ça nuit beaucoup à l'audition? Ouais. Non, c'est comme on dit, c'est comme n'importe quoi, c'est une question de modération. Quelqu'un qui l'écoute pas fort, il peut l'écouter plus longtemps. Quelqu'un qui l'écoute plus fort, bien c'est sûr qu'il faut réduire. Puis aussi, il y a la notion de, tu sais, je me rappelle d'avoir vu un adolescent, il me dit, il faisait le gazon en écoutant avec son casque. Ben, j'ai dit, oui, mais ça va être fort. Oui, mais c'est pas dangereux, c'est de la musique. Ben, moi, j'essayais de faire comprendre que l'oreille, elle se fout un peu, que ça soit de la musique ou que ça soit le bruit de la tondeuse, ça va avoir un impact. Mais c'est ça. Puis aussi, une des gros problèmes aussi pour la sensibilisation, je parle beaucoup aux adolescents, c'est que souvent, quand on est adolescent, on est invincible. Donc,
OK? Puis on a beau leur dire, oui, mais si vous endommagez vos oreilles à 19, 20 ans, ça se peut qu'à long terme, vous ayez un problème, mais eux autres s'en foutent, là. Je veux dire, 50 ans, c'est loin pour eux autres. C'est un peu comme aller dans les clubs, il y a toujours tout été, puis c'est fort, mais on se dit, ben, tu sais, on verra dans le temps. Mais moi, pour travailler avec ce public, j'ai une phrase, pas une phrase choc, mais ça résume un peu la situation, c'est comment se faire du mal quand on pense se faire du bien. Parce que finalement, la musique qui s'écoute au casque, c'est quelque chose qu'ils ont choisi, qu'ils apprécient, et on est vraiment dans cette problématique-là, sur cette tranche-là de la population, c'est qu'eux, ils pensent se faire du bien, or, ils détériorent leur appareil auditif. Et puis l'autre problématique par rapport aux statistiques ou à d'éventuelles actions de santé publique, c'est que l'écoute au casque, c'est vraiment une écoute volontaire. C'est que l'individu, c'est individuel, c'est personnel et c'est volontaire. C'est pas forcément un problème qu'on va diagnostiquer pour une catégorie de la population et qui est vraiment d'ordre sociétal, général, même si ça l'est réellement. Donc pouvoir faire des études là-dessus, ça reste compliqué. Oui, effectivement, le problème de l'exposition dans des environnements à forte amplitude là, pour les jeunes, pour les adolescents, c'est effectivement un véritable problème, puisque il y a même l'OMS qui vient de sortir un guide qui estime qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui seraient concernées par cette problématique-là. Ce qui, je vous laisse imaginer, effectivement, c'est quand même assez énorme, et puis ça va forcément avoir un coût aussi, déjà un coût social, puis aussi un coût à la société, oui, et puis je reviens vraiment sur ce que vous disiez là, sur les mentalités. C'est-à-dire que nous, on nous a demandé de faire un guide sur un guide de recommandations, de bonnes pratiques, et donc sur la gestion et planification des activités récréatives extérieures reconnues bruyantes. Donc c'est pour la gestion du bruit finalement. Et on devait effectivement, dans ce cadre-là, proposer des valeurs limites que les sonorisateurs, enfin les personnes au niveau de la table du son, finalement, allaient appliquer, finalement. Donc, voilà. Donc on a fait une grande bibliographie, et puis dans les bibliographies, finalement, on s'est aperçu que les niveaux limites n'étaient pas si bas que ça, et il y a une raison aussi à ça, et puis même l'OMS, on en discutait là juste avant, l'OMS maintenant recommande en fait des niveaux qui ne sont pas si bas que ça, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des 100 dBA sur 15 minutes, sans protection auditive, et pour des activités de 2 heures par mois, mais déjà ça me paraît déjà beaucoup, mais en fait nous on s'est retrouvés face à quelque chose qui était assez compliqué, c'est-à-dire qu'en fait si on recommande des niveaux trop bas, ils ne seront jamais appliqués, jamais. Cela, c'était une des questions qu'on m'avait posées il y a 2 jours. Là, j'ai présenté ce guide devant les ministères. Puis les ministères m'ont dit vous recommandez des niveaux pour des publics adultes et puis pour des publics destinés aux enfants. Et celui destiné aux enfants était beaucoup plus bas. On était à 94 dB. Pourquoi on ne mettrait pas 94 dB pour tout le monde? Moi, je veux bien qu'on le mette, mais ce ne sera jamais appliqué. Parce que donc nous, on a rencontré des promoteurs, c'est très compliqué de vouloir vraiment baisser les niveaux, parce qu'on est persuadé que les gens attendent d'avoir, quand ils vont voir des concerts, ils attendent d'avoir un niveau qui est fort. Donc ça, c'est ancré dans les mentalités. Alors peut-être que justement par l'éducation, on va arriver effectivement à sans doute à arriver à des niveaux, à des mentalités où justement on accepte d'aller voir des concerts avec peut-être des niveaux moins forts. Alors pareil pour le casque, je pense que c'est le même problème où effectivement, moi j'ai une fille qui est adolescente, puis elle a toujours son casque, et puis à chaque fois j'essaie de voir, mais oui, elle monte quand même le niveau, et puis oui c'est ça, et j'ai beau lui dire, j'ai beau la sensibiliser, je vois bien que c'est compliqué en fait, donc du coup voilà. Donc c'est vrai que
oui, cette problématique, elle est très compliquée, puis elle est très abstraite parce qu'il y a à la fois ce qui se passe, par exemple l'OMS va recommander par exemple ces niveaux de ne pas dépasser 100 dBA à la régie pendant 15 minutes, enfin donc en moyen, quoi, si vous voulez, c'est un peu comme une sorte de moyenne sur le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se base sur effectivement une première recommandation de l'OMS qui disait qu'effectivement il ne fallait pas dépasser sur 24 heures, il ne fallait pas dépasser 70 dBA quoi, finalement. Et en fait, mais ça, ces fameux 2 heures par mois, c'est si tout le reste du temps, eh ben, les personnes ne sont pas exposées à d'autres sources de bruit. Et donc effectivement là on pense au casque de Walkman, on pense effectivement quand on va dans des restaurants, quand on va dans... et puis même du bruit au travail, parce qu'il y a aussi la problématique du bruit au travail, quoi. Donc du coup, donc c'est cumulé en fait, il faudrait prendre ça, et donc c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est à la fois des mentalités et à la fois comment prendre en compte finalement l'exposition cumulée, quoi. Est-ce qu'il y a une législation ou est-ce qu'il y a une préoccupation de la part des fabricants d'appareils électroménagers, par exemple, le lave-vaisselle, le moulin à café, qui sont source de bruit aussi? Ça ne dure pas longtemps de moudre un petit peu de café, mais quand même. Alors ça dépend en fait les pays, ça dépend. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas réellement de. Enfin, ça dépend entièrement des pays où on va se trouver, ça va dépendre. Mais souvent, maintenant, il y a de plus en plus, on voit les niveaux apparaître dans les étiquettes quand vous achetez un produit électroménager. Ben, vous avez la puissance acoustique, et ça rentre de plus en plus en compte dans un critère commercial. Oui, parce que le magazine Protégez-vous a fait une édition sur les lave-vaisselle. Et ceux qui sont recommandés, il y a le niveau sonore, le nombre de décibels qui... Justement, il y a des législations qui maintenant obligent à ce qui est... ne demandent pas de respecter un niveau de puissance, mais par contre obligent les fabricants à mettre sur l'étiquette. Mais sur ça, c'est intéressant. Là, dans le laboratoire où j'étais avant, ils avaient fait une étude par exemple sur les épilateurs. Les épilateurs, voilà, ils étaient venus nous voir, c'était un fabricant européen qui était venu nous voir et qui avait dit, ben voilà, nous on a ce problème-là. Et parce qu'avant on les vendait dans des boîtes, et puis c'était vendu comme ça dans les supermarchés, bon, très bien. Et, sauf que maintenant ils sont branchés, et donc les clients finalement, enfin les personnes vont les prendre et vont les allumer. Donc du coup, là, allumer, ça veut dire vibration et bruit, d'accord. Et donc, mais je pense que le poêle va s'arracher de la même manière, mais c'est pas grave. Mais en attendant, les gens, ils vont pas s'épiler dans le supermarché. Par contre, ils vont l'allumer. Et puis, bah oui, forcément, un épileur qui va faire et un autre qui va faire vous allez avoir tendance à prendre le premier en vous disant que ça vous fera peut-être sans doute moins mal. Mais ça, alors attention, parce que ça c'est assez subtil, parce que là effectivement, donc il y a eu l'étude qui a été faite, mais les mêmes fabricants nous ont expliqué qu'ils avaient fait la même chose avec des sèche-cheveux. Donc l'idée c'était de faire des sèche-cheveux, on pensait les moins forts possibles, parce que c'est vrai que c'est quand même désagréable chez le coiffeur, c'était des sèche-cheveux pour les professionnels. Et en fait, ils nous ont dit, ben voilà, nous, on a fait nos études et ils avaient réussi à sortir, pour la même puissance de séchage, des sèche-cheveux beaucoup moins bruyants. Et ils les ont fait tester par des coiffeurs professionnels. Les coiffeurs professionnels, ils ont tous rejeté celui qui faisait le moins de bruit, parce qu'ils associaient le bruit à la puissance. Donc du coup, donc voilà. Non, c'est pour vous dire, c'est que non, là, j'ai un peu quitté la santé. On peut revenir sur la santé, mais c'est simplement pour dire, c'est subtil. Donc oui, ça rentre dans les mentalités. C'est-à-dire les mentalités. Une Harley Davidson, vous enlevez le bruit et la vibration, et ben ils vont acheter japonais. Là, je sais pas, mais en attendant, oui. Et ils ont même essayé de breveter le bruit. Harley Davidson a essayé de breveter le bruit, ce qui n'a pas été possible, parce qu'on ne peut pas breveter du bruit. Mais pour vous dire que oui, vous n'avez pas de bruit, pas de vibration, vous ne vendez plus, quoi. Donc, bon, bref. Est-ce qu'il y a eu... Pardon. Je peux y aller. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites, le changement des habitudes de vie versus le bruit? Je pense aux gens qui rentrent chez eux, qui mettent la télé, par exemple, qui ne peuvent pas vivre dans un certain silence. Est-ce que ça a été observé? Enfin, moi je cherche des études de ce type-là justement pour compléter ma problématique en fait. Et
J'en ai pas vraiment trouvé. Enfin, concernant la population ciblée, qui est la mienne, hein, c'est-à-dire les enfants et les adolescents, je n'en ai pas trouvé. Il me semble avoir trouvé quelque chose sur tout ce qui était notification, c'est-à-dire la réaction des personnes justement à tous ces nouveaux sons qui sont liés à nos appareils portatifs, sur le détournement de la concentration lié aux notifications qu'on va recevoir des multiples réseaux sociaux sur lesquels on est. Et ça change énormément les habitudes d'écoute. Si je posais la question inverse, la relation silence existe-t-elle dans nos sociétés? Depuis la pandémie, il y a quand même des études qui sont sorties depuis le confinement. Il y a plein d'acousticiens qui ont sorti mais des sur études. les habitudes d'écoute de type qu'est-ce qui se passe dans le foyer Justement, il y a certaines études qui ont... il y a certaines études depuis justement le confinement, donc le fait qu'on ait beaucoup moins de bruit environnemental, donc du coup il y a des gens qui sont devenus beaucoup plus sensibles à leur environnement sonore qu'avant en fait. Et donc du coup quand l'activité a repris, quand la vie a repris, j'allais dire, là oui les gens se sont sentis gênés, donc effectivement plus de plaintes, donc oui il y a des choses, le fait d'avoir pendant plusieurs mois arrêté les circulations, puis ils se sont aperçus qu'il y avait des animaux qui habitaient aussi à côté de chez eux, et donc du coup effectivement oui, depuis la pandémie il y a des choses quand même assez intéressantes là, depuis pas la pandémie mais depuis le confinement, voilà c'est ça. Après il y a, là je vais citer une personne qui a travaillé sur la notion de silence, qui est Juliette Volclair, qui dit que dans notre société actuelle, qui rejoint un petit peu les chiffres que vous a donné Monsieur Dupont par rapport aux revenus des gens. Je me rappelle d'un titre du journal Le Monde qui disait « Le silence pour les riches et le bruit pour les pauvres », c'était à peu près quelque chose de ce type-là. Aujourd'hui, le silence, Juliette Volclair a dit qu'il se start-upise, c'est-à-dire que ça devient vraiment une monnaie économique et politique qui fait qu'on vend du silence, plutôt que, encore une fois, de travailler auprès des communautés, de la population pour avoir une réappropriation du silence, parce qu'on est dans des espaces qui sont tout le temps saturés. Et moi, quand j'en parle, par exemple, avec des personnes, on a peur du silence parce qu'on est tellement habitué à ce foisonnement de sons que finalement se retrouver dans le silence, soit ça provoque une sensation de peur, soit on associe le silence à la plénitude, au repos, au zen. Mais ça a un coût. Et c'est un coût économique, et à l'heure actuelle, enfin, si je m'en réfère à cette autrice, et je partage son point de vue, on monétise le silence. Ça devient vraiment une valeur monétaire. Ça ne m'étonne pas, je vous remercie. Dans un pays comme le Japon, personne ne parle dans les wagons de métro et dans les wagons de train. Je ne parle que pour l'Occident. Ah oui. Je précise mon... Non, mais c'est parce qu'on me dit elle cesse de parler, parce que... Ça, je ne parle que pour l'Occident, c'est évidemment. Excusez-moi, moi je ne parle pas fort au départ, peut-être j'en ai besoin de ça. Juste à tenir. Voilà, est-ce que vous entendez? Oui. Voilà. Quelques interventions, merci. S'il vous plaît, quelques interventions. Je vais essayer de faire ça le plus court possible. Les acouphènes, par exemple. Je pense que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Bon, les acouphènes occasionnels. C'est dû à quoi, je veux dire? Est-ce qu'il y aurait une raison de stress dans ça, vu qu'il y a un acouphène? Bien, c'est sûr que le stress est... Mais stress surélevé? Oui, bien, il y a des personnes qui vont avoir des acouphènes dans des périodes de stress élevé. Puis, quand ils viennent à contrôler leur stress, souvent, ça va diminuer. Ou ça peut que la personne ait déjà un petit acouphène qui ne la dérange pas vraiment, mais dans une période de stress, bien, comme je dis souvent, c'est quand on est stressé, on est beaucoup moins tolérant, donc on est plus facilement irritable, donc la personne peut peut-être prendre plus conscience qu'elle a son acouphène. Ah, d'accord. Bon, on va passer à un autre. Comment expliquer que, admettons que, bon,
je suis dans la douche. Il y a l'eau qui coule, il y a la radio dans l'autre pièce, puis malgré tout, j'arrive à entendre une porte qui claque dans le corridor au bout là-bas. Ça, j'ai jamais compris ça. Non, c'est sur les bandes critiques, je pense. Justement, ben, c'est sûr, ça dépend des fréquences. Parce que la douche a une certaine bande fréquentielle. Je veux dire, ça va de telle fréquence à telle fréquence, mais la porte, ça peut être complètement une autre fréquence qui n'est pas masquée par la douche. Puis on se concentre pas aussi un petit peu sur le bruit de la douche. Qui continue. C'est ça. Puis là, il y a quelque chose d'autre c'est ça, qui nous dérange. Ouais. Puis en plus, il y a ma musique qui est dans l'autre pièce. Pardon? Ça. La radio, enfin bon. Ah oui, parlant de musique, au départ, je suis musicienne et puis... Ah, mon Dieu. Par exemple, quand on a une situation de diminution de l'ouïe, à l'opéra, dans les aigus, c'est terrible. Mais c'est terrible. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par terrible? Ben, c'est pas acceptable. Mais là, on ne peut pas empêcher la soprano ou la mezzo-soprano de chanter. Vous savez, on regarde l'écran, puis voilà, à une séance à l'OSM ou la Maison symphonique. Et la question, c'est quoi? Une bonne question. Et comment faire taire la soprano? Pardon? On est sensible à ces aspects. Non, c'est plutôt, c'est comique, mais c'est plutôt au niveau de la sensibilité, parce que j'ai encore passé un examen une fois par an chez le monsieur qui est venu récemment ici, là, pour donner une séance. Et puis, semble-t-il qu'il n'y avait pas grande différence au niveau de la diminution, surtout d'une oreille. Mais en même temps, admettons, à la télé ou à un spectacle, je n'arrive pas à entendre la fin d'un discours de quelqu'un. Tout le monde rit, puis je ne sais pas pourquoi ils ont ri, parce que je n'ai pas entendu la fin. Ça vient d'où, ça, exactement? Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est sûr que c'est dur de donner une réponse quand on n'a pas les données spécifiques. Parce que je sais qu'on fait affaire à des professionnels. Voilà. Okay. Alors, c'est très relié à... Il y a une dimension aussi. Ouais, merci. Il y a une dimension aussi là on est vraiment dans l'aspect physiologique. Mais n'oubliez surtout pas une chose, c'est que votre oreille, elle est là déjà quand vous étiez dans le ventre de votre mère et que vous aviez déjà cette réaction-là, que ça s'est construit à ce moment-là, c'est-à-dire que cette notion d'absence et de présence liée à l'oreille, toute notre écoute, elle est reliée à l'aspect psychique et de ce qu'on a pu vivre. Donc tout ça, c'est à mon avis... On évoquait tout à l'heure le fait que deux personnes n'ont pas du tout la même réaction, mais c'est aussi ce rapport au son qu'on a depuis tout petit, même dans le ventre de la mère, qui a aussi généré nos réactions et qui continue à les générer. À quoi on a été exposé, et tout à l'heure on évoquait aussi cette présence, ce besoin de ne pas vouloir qu'il y ait de silence, mais c'est ce qui nous permet d'être notre contenant aussi, le son. Donc peut-être que c'est ça aussi qui est difficile d'être que dans le silence, parce que ça a toujours été présent et cette notion de présence et d'absence est importante. Je vais peut-être compléter là sur cette notion de silence, effectivement. Là, je peux vous donner un exemple la maison mère d'une société très connue de BTP finalement. Donc c'était en France, c'est construit à Paris, et puis ils ont voulu faire vraiment un exemple de justement de qu'est-ce qu'il fallait faire, que eux ne faisaient pas forcément, mais qu'est-ce qu'il fallait faire, donc avec des murs assez épais, donc une isolation complète par rapport à l'extérieur, et donc du coup effectivement c'est vrai que c'est impressionnant quand on passe là à côté, on voit ce bâtiment qui est assez impressionnant. Et en fait les employés, quand ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à se plaindre parce que justement c'était trop silencieux. Donc ils sont allés importer du bruit
Donc au départ, je crois qu'ils sont allés mettre des microphones dans les arbres pour finalement faire venir du bruit. Alors c'était pas n'importe quel bruit, hein, bien sûr. Donc ils ont intégré du bruit pour justement parce que les gens se sentaient mal à l'aise, quoi. Et c'est vrai, moi j'ai connu des amis, je faisais beaucoup de montagne, et puis effectivement des amis qui habitaient Paris, et puis nous dans les Alpes, moi j'habitais le sud de la France, et puis il y avait la nuit, quand on dormait en montagne, il n'y avait pas un bruit. Et ils n'arrivaient pas à dormir. Ils n'arrivaient pas à dormir parce qu'effectivement il n'y avait pas ça. Alors d'un autre côté aussi, donc c'est ça où il faut faire effectivement attention, c'est qu'effectivement, là je vais prendre un autre exemple sur le quartier des spectacles. Le quartier des spectacles, il y avait les festivals avant l'apparition des tours. Donc voilà, donc très bien, il y a des tours. Ça a attiré beaucoup de gens en disant, ben voilà, il y a des spectacles, c'est un quartier qui est vivant, c'est un quartier que... Donc là, il y a beaucoup de jeunes qui d'ailleurs sont installés, très bien, donc à des prix quand même assez importants. Et maintenant, depuis quelques temps, on commence à avoir les premières plaintes sur le bruit. Alors que les festivals étaient là. Les festivals étaient là et on a un peu... Donc, que les gens étaient même venus parce qu'il y avait cette dimension justement active, cette dimension. Et ils acceptaient entièrement le bruit de ces activités récréatives. Et maintenant, effectivement, il commence effectivement à y avoir des plaintes, des premières plaintes par rapport à ça. Donc c'est vraiment aussi culturel, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, ils se plaignent... Enfin, ce sont peut-être pas les mêmes, hein, je ne sais pas du tout. Mais en attendant, effectivement, dans un premier temps, ça ne gênait pas, au contraire. C'était l'activité qui a tiré, puis donc... Oui, c'est une question au sujet d'un autre sujet. Je voulais demander qu'est-ce qui arrive quand on voyage en avion, qu'on devient sourd très comment. Mais c'est pas compliqué ici. M'entendez-vous? OK. C'est que l'oreille a trois composantes. Il y a ce qu'on appelle l'oreille externe, qui est le pavillon avec le conduit. Après, vous avez l'oreille moyenne, comme je dis tout le temps, c'est comme une petite cavité. Okay? Puis après, vous avez l'oreille interne, qui est l'organe le plus important de l'oreille. Sauf au niveau de l'oreille moyenne, il y a de l'air à l'intérieur. L'air? De l'air, oui. Bon, mais quand vous voyagez en avion, je vais reculer un peu, on a un tube qui s'appelle la trompe d'Eustache, qui va de l'oreille au nez. Puis ça sert à équilibrer la pression d'air dans l'oreille moyenne. Mais quand vous allez en avion, la pression plus l'avion prend de la hauteur, plus la pression autour va changer. Puis si votre trompe d'Eustache ne s'ouvre pas pour équilibrer, mais ça va faire que ça va causer une baisse temporaire de votre audition. Mais dès que vous allez réavaler, vous allez voir, souvent ça va faire comme un pop, puis l'audition va redevenir normale. Parce que ma surdité est celle-là en ce moment. On a fait l'épreuve. C'est ça, c'est qu'on a fait. Bien, c'est sûr qu'il y a des personnes aussi qui peuvent avoir des problèmes de trompe d'Eustache en dehors de voyager en avion. J'ai des clients qui vont me dire, ben, de temps en temps, je sens que mon oreille est bouchée, puis tout d'un coup, oups, ça se débouche, puis l'audition va améliorer. Mais souvent, c'est dû à un problème du tube qu'on appelle la trompe d'Eustache, du nez, de l'oreille jusqu'au nez. D'accord. Okay. D'autres questions? C'était pour confirmer ce que vous dites. Vous connaissez tout ça sans doute. À l'université de Sherbrooke, il y a une salle, une chambre, où on n'entend rien du tout. Et quand on est là-dedans, moi j'ai fait l'expérience, au bout de 10-15 minutes, c'est fréquent parce qu'on sent son cœur, on sent les battements de son cœur, on entend les battements de son cœur. Ce qu'on appelle. Pardon? On entend même ses cheveux. Oui. Oui, il y a des illusions acoustiques aussi qui apparaissent si vous restez longtemps dans ces salles-là. À l'ETS, on a aussi une salle semi-anéchoïque, mais il y en a une aussi à Kermit aussi. Donc du coup, effectivement, oui, c'est très particulier. Il y a justement, moi j'ai fait de la spéléologie, et puis en spéléologie, on n'entendait absolument rien. Puis le moindre chose, on s'imaginait. Donc c'est vraiment, c'est ça. Le cerveau fonctionne vite, arrive vite à se créer, à essayer d'interpréter
répéter le moindre bruit qu'on entend, sur lequel on aurait fait, on n'aurait absolument pas porté attention dans un cas un peu plus, dans un autre environnement sonore. Oui, ben, c'est la même chose. Moi, j'avais quelqu'un qui habitait en bas de mon appartement et il se croyait propriétaire d'une discothèque. Alors le bruit était infernal et j'ai acheté des bouts de pièces pour justement, j'entendais mon cœur, j'entendais mon sang, je trouvais ça tout aussi désagréable que le bruit du monsieur. Oui, oui, mais ça revient toujours sur ces bruits fonctionnels. Mais là, par exemple, nous, on avait rencontré le comité citoyen de Saint-Lambert avant les nouvelles réglementations. Hein. C'était juste avant, c'était au moment où on avait sorti effectivement le guide sur les activités récréatives extérieures. Et puis je me souviens, les personnes nous avaient dit oui, on ne comprend pas, vous proposez des niveaux, nous quand on mesure, parce que ce qui est bien, c'est que maintenant tout le monde peut mesurer avec son téléphone portable, et c'est très très bien. Bon, après, il faut calibrer, voilà, mais c'est une très bonne chose d'avoir de pouvoir le faire soi-même, de pouvoir regarder, de pouvoir... Donc après, effectivement, nous, on est là aussi pour vous donner effectivement des interprétations, pour vous aider à comprendre effectivement les différents indicateurs que vous pouvez mesurer. Et effectivement, ils se plaignaient, ils avaient tout à fait raison de se plaindre, mais ils disaient mais je comprends pas, les niveaux que vous proposez, ils sont bien, nous on a des niveaux plus bas, quoi. Et effectivement, c'était des niveaux finalement pas tellement forts, mais ce qui allait les gêner, c'était les basses fréquences, parce que finalement, les basses fréquences se propagent très facilement, finalement. Autant les hautes fréquences, les ondes à haute fréquence, elles sont assez vite atténuées finalement dans l'espace, autant les basses fréquences, elles se propagent bien, puis elles sont assez intrusives, c'est-à-dire qu'elles vont passer à travers les vitres, à travers les murs, et puis elles vont faire vibrer différents éléments. C'est vrai que et finalement, c'était ça qui les dérangeait, c'est-à-dire des bruits qui n'étaient pas tellement forts. Vous aviez, je pense, un problème quand même, je pense que c'était assez fort. Mais je veux dire, même si le bruit n'est pas très fort, il peut être dérangeant. C'est-à-dire effectivement, en plus, c'était des pique-niques électroniques, je présume, c'est le dimanche, et donc c'était des BPM, c'était ça toute une après-midi. Et donc du coup, c'était pas fort, mais je pense que c'est vraiment... les personnes étaient vraiment gênées, et je pense que réellement, et puis ils disaient, mais je comprends pas... Donc en fait, elles se fixaient sur le niveau, mais ce n'est pas le niveau, c'était un problème de basse fréquence, et c'était un niveau aussi de composante temporelle du signal, enfin de l'onde acoustique qui venait, c'est-à-dire effectivement une répétition qui arrivait comme ça, et en plus c'était de la musique, c'est-à-dire eux, ils voulaient pas du tout écouter ce type de musique, et puis du coup, ils avaient une musique qui était très déformée, puisqu'on n'entendait plus que les basses fréquences, et je peux comprendre que ça peut rendre vite, ça peut gêner, mais ça peut vraiment gêner à un point où ils étaient exaspérés, et je comprends entièrement qu'ils aient pu être exaspérés. Ça signifie que donc la puissance énorme, mais on parle justement de l'aspect de la vibration quelque part sur l'impact des rêves. Comment on intervient sur ça? Comment on peut prendre conscience de cet aspect-là? Parce que le sonomètre à la limite va nous permettre d'avoir l'aspect décibel, mais parfois c'est même des choses qui sont, je vais être un peu provocatrice, mais les sons graves, on sait que ça a été utilisé quand même dans certaines armées aussi à certains moments, donc les sons très très graves sont des fréquences qui peuvent détruire de manière importante. Donc là, est-ce que ça, on a un outil pour pouvoir les mesurer? Alors oui, tout peut se mesurer là. C'est vrai que, et c'est vrai que là, les projets qu'on est en train de développer, donc avec McGill, avec l'Université de Laval, et en fait, en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux projets qui sont en train de se monter, parce qu'il y a une volonté, effectivement, des ministères, donc l'ensemble des ministères, que ce soit de la santé, de l'environnement. Donc là, il y a des financements qui sont débloqués pour monter des projets, notamment pour pouvoir caractériser la problématique du bruit environnemental, mais dans son ensemble. Et on dit, donc moi je parle de bruit environnemental, c'est plutôt mon côté ETS, mais on va plutôt parler d'environnement sonore. Et l'environnement sonore, c'est ça, c'est comprendre effectivement l'interaction du confort avec le son qu'on va entendre, effectivement. Et donc ça, effectivement, il y a plusieurs études qui commencent en fait pour alors il y a déjà eu beaucoup d'études, déjà, bien évidemment, mais là c'est d'essayer de trouver finalement des indicateurs qui sont plus représentatifs finalement
de jugement d'un environnement sonore que uniquement le niveau. Le niveau c'est important. Le niveau c'est important, on l'a vu, notamment pour protéger l'audition, aussi pour aussi protéger la santé, puisque on sait bien que le bruit environnemental, s'il est trop élevé, même s'il ne va pas nécessairement endommager la santé auditive, ça, on l'a dit tout à l'heure, ça peut endommager la santé, ça peut rendre la vie infernale, donc bien évidemment. Mais c'est d'essayer d'aller au-delà, c'est-à-dire effectivement au-delà de ce niveau. Il faut qu'il y ait des réglementations avec le niveau, mais il faut qu'il y ait prendre aussi en compte effectivement l'aspect spectral, donc on a parlé effectivement des basses fréquences, mais aussi l'aspect temporel, donc si c'est des sons qui sont des impulsions, ou si c'est des sons continus, ou si ça va se répéter dans le temps, ou si ça va se... Donc des choses comme ça, où il faut effectivement prendre en compte ça. Et bien évidemment, pour bien comprendre, il faut aussi mettre l'humain aussi dans ces études-là. Donc c'est vrai que McGill fait beaucoup de... Une question corollaire, est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de réglementation pour contrer les voisins trop bruyants? Ça, il y en a, oui, il y a des réglementations. Mais bien sûr, il y a des réglementations sur le bruit du voisinage. Il y a des réglementations dans divers pays, dans divers... Oui, bien sûr. Il existe des réglementations. Est-ce qu'elles sont appliquées? Étant dans cette problématique-là personnellement, donc je me suis un petit peu renseignée sur la réglementation et en fait, on est musicien nous. En fait, c'est le son du violoncelle qui dérange nos voisins. Et en ce qui concerne l'utilisation des instruments de musique, par exemple, il est stipulé dans la loi, montréalaise en tout cas, que toute musique amplifiée est interdite, ainsi que la pratique d'instruments à percussion. Donc je ne peux pas jouer de la grosse caisse chez moi? Non. Par contre, on est en droit, nous si on veut continuer à jouer du violoncelle, bien qu'on soit à 2 niveaux d'écart. Donc ça veut dire que finalement le son passe, on est en sous-sol, à notre étage on l'entend très faiblement et eux a priori l'entendraient encore plus fort. Donc ça veut dire qu'il y a une réverbération qui se fait, une conduction qui se fait, qui dépasse notre compétence en tant que citoyen. Mais tout ça pour dire que après avoir pris des renseignements auprès de personnes qui par exemple géraient les plaintes au niveau de la ville de Montréal, la réglementation par rapport au voisinage elle est quand même assez opaque. Il y a sur le bruit des équipements, il y a une réglementation. Le problème c'est qu'il y a un agent et demi sur tout Montréal, je crois, oui, pour mais faire après, les contrôles. Donc du coup, la réglementation elle est quand même assez précise, on va dire, ou du moins plus précise pour tous les sons qui viennent de l'extérieur, par exemple les travaux, ce genre de choses, les climatisations. Mais pour le citoyen d'un appartement vers le citoyen ou le locataire d'un autre appartement, là, à part la loi générale qui dit que le bailleur doit faire en sorte que son locataire puisse jouir pleinement de son bien pour l'occupation qu'il en a à faire en tant qu'individu. Et ces dimensions-là, par rapport aux instruments de musique, il doit y avoir d'autres précisions. Personnellement, là je parle en tant que citoyenne, j'ai pas trouvé, non experte, j'ai pas trouvé mieux que ça. Avez-vous essayé le manche à balai sur le plafond ou sur le plancher? Là, je sais qu'ils sont en train de voir effectivement sur le code du bâtiment. Il y a des parce que maintenant, il me semble, là il faudrait aller plus en détail, mais il me semble que quand vous changez un plancher maintenant, vous avez l'obligation de mettre un matériau isolant. Donc il y a des choses comme ça. Et puis là, justement, moi quand j'ai présenté le guide sur les activités récréatives extérieures, il y avait justement mon collègue de Laval qui présentait justement un guide sur les matériaux pour la construction. Donc du coup, pour à terme, on espère modifier effectivement les préconisations qui sont données finalement dans les habitations. Oui, c'est ça. Pour conclure en vous remerciant, j'ai compris ce que veut dire taper sur les nerfs. Oh. Vous avez une question? Oui. Tout à l'heure, on parle de sons qui sont forts, qui dérangent. Mais j'étais à une pièce de théâtre récemment et on ne comprenait pas ce que disait l'actrice. Je suis sortie de là épuisée, à force d'essayer de tendre l'oreille et d'essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a un lien... Mais
Ça, dans notre domaine, on appelle ça l'effort cognitif. C'est, Ouais, au c'est fond, ça, c'est tout ça. c'est que, comme vous comprenez peut-être 50% ce qui est dit, bien, votre cerveau a tendance à essayer de compenser, puis donc votre cerveau travaille beaucoup plus fort. Ça épuise pas l'oreille comme telle. Non, ça épuise pas. C'est comme, ça endommage pas votre oreille. C'est plus que vous allez être fatigué. Comme, Ça veut dire que tu as un cerveau. tu sais, les personnes que je vois qui sont malentendants, souvent vont rapporter la même chose. Ils vont dire que même s'ils sont bien appareillés, ils vont dire qu'en fin de journée, ils sont toujours beaucoup plus fatigués parce qu'il faut toujours qu'ils essayent de compenser. Dans votre cas, c'est ça, vous essayez, votre cerveau essayait de compenser par le mauvais signal que vous receviez au niveau de votre oreille. Puis une autre chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est les sons, même s'ils sont bruyants, parfois peuvent reposer. Il y a des sons qui reposent, qui détendent. Par exemple, je joue au tennis, le bruit de la balle de tennis, tout de suite, je relaxe. Ça fait boum, peut-être que quelqu'un d'autre trouverait ça agaçant. Tu étais masochiste. Parce que comme il y en a qui disent qu'un son agréable peut être un bruit pour quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça qui arrive. C'est ça, la voix de la mère qui parle à l'enfant. C'est ça. Si elle crie, c'est une chose, si elle parle doucement, c'en est une autre. Bon, j'avais une question, maintenant j'en ai deux. Bon. Allez-y. Ben, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parce que moi, j'ai des problèmes. Je voulais savoir si dans les études et quand on étudie les bruits environnementaux, on fait différence entre bruit On vous entend et pas. son. On vous entend pas, si c'est... Non. Ok. Alors, ça s'entend maintenant? Oui. Bon, je voulais savoir si dans les études on fait différence entre l'usage du terme bruit, son et vibration sonore. Si c'est différent, ou si sont utilisés comme synonymes. Vibration sonore et son. Ça c'est tout. Après j'ai... Alors pour la vibration, de toute façon le son est une vibration, hein, donc du coup le son est issu de vibrations de particules, donc par définition c'est, et puis d'ailleurs même souvent la source même qui va créer du son c'est de la vibration la plupart du temps, hein, donc c'est vraiment, donc l'association vibration et son est très importante, et c'est vrai que du coup quand on dit une vibration sonore, ben oui ça peut être un son. Alors maintenant sur le son et le bruit, c'est vrai que c'est un grand débat qui a lieu en ce moment effectivement justement en bruit environnemental, où jusqu'à présent c'est vrai que comme ça revient toujours un peu à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que au départ on voit vraiment l'environnement sonore comme quelque chose comme un bruit, comme quelque chose qui est négatif finalement, et puis du coup parce que c'est vrai que souvent c'est des problématiques de niveau, le niveau est bien trop élevé, et donc du coup effectivement c'est une nuisance. D'accord. Donc l'environnement sonore a longtemps été vu effectivement d'abord comme une nuisance parce qu'effectivement il y a des problèmes de santé, hein, comme on l'a dit. Donc là effectivement souvent c'est les réglementations proposaient effectivement de limiter les niveaux, donc c'est-à-dire limiter les bruits. Donc mais maintenant effectivement nous par exemple on avait commencé à organiser avec les ministères des journées autour de cette problématique de bruit environnemental. Et les premières se sont appelées les journées du bruit environnemental. Donc du coup, voilà, et l'année suivante, on a enlevé bruit environnemental, on a mis environnement sonore. Parce que effectivement, ce n'est pas uniquement vouloir baisser à tout prix le niveau, et puis l'environnement sonore, c'est pas uniquement négatif. Il ne faut pas non plus, faut pas que ce soit négatif, et donc du coup, et c'est pour ça qu'il y a des grands débats. Nous, c'est vrai qu'à l'ETS, on est plutôt sur les problématiques de bruit. Et c'est vrai qu'à McGill, ils vont être aussi sur le bruit ici, mais aussi sur les problématiques d'environnement sonore. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas décorréler les deux finalement. Donc, c'est pour ça que maintenant, on parle plutôt d'environnement sonore. Et c'est vrai que dans l'environnement sonore, il va y avoir effectivement des choses, on va dire des sons qui vont être désagréables, on va plutôt appeler ça bruit finalement, puis des sons qui seront soit fonctionnels, soit agréables, soit... C'est vrai qu'on parlera plutôt effectivement de son, on parlera plutôt à ce moment-là. Oui, c'est pas synonyme, ça c'est la réponse, ce ne sont pas des synonymes. Ça dépend les personnes, ça dépend la vision, je sais pas si...
Oui, en fait, non, mais c'était juste pour compléter ce que vous veniez de dire, qui va tout à fait dans le même sens. C'est vrai que c'est un grand débat, mais ça dépend en fait du champ disciplinaire qui aborde la notion. Et qu'il n'y a pas forcément la même culture en fonction si on est un urbaniste, on est un acousticien, on est un musicien, où effectivement on va avoir une perception, une définition du bruit et du son qui vont être différents. Comme en musique, le grand débat, c'est la différence entre la musique et le son. Donc on est vraiment, et puis je pense qu'il y a une volonté, comme le disait M. Dupont, d'avoir une autre acception du mot bruit sans vouloir systématiquement que ça signifie nuisance, c'est-à-dire avoir une autre vision de la chose, et que effectivement sonore et bruit ça reste compliqué, mais après quand on fait des mesures et qu'on mesure le bruit, bon, on peut appeler ça un bruit. Mais l'environnement sonore, pour moi, intègre le bruit, mais il n'intègre pas que ça. C'est-à-dire que le sonore, c'est pas systématiquement une nuisance. Au contraire, ça peut être source aussi de bien-être. Et je crois que dans le travail de prévention et de sensibilisation qu'il y a à faire, il faut ne plus être ignorant de ce que les méfaits que peut provoquer le son, j'ai parlé du son en général, et des bienfaits aussi qu'il peut induire. C'était juste pour compléter parce que je suis d'accord avec ce que disait M. Dupont, de toute façon. C'est très clair. Si je peux, je pose une question encore. Des points de vue de la réglementation pour les bâtiments, vous avez parlé du plancher. Oui. Est-ce qu'il y a quelque autre réglementation par rapport au ventilateur du bâtiment, aux grandes machines? Non. Ça dépend les. Alors, ça dépend dans quel. Oui, alors ça dépend. C'est pareil. On va trouver des réglementations selon les pays, selon les cultures. Effectivement, il y a des pays ou des groupements de pays où ce serait effectivement un peu plus précis sur. Il y a ce qui est certain, c'est qu'il y a des normes pour tester finalement, pour tester par exemple l'isolation des fenêtres, mais dans le code du bâtiment il y a aussi il y a des préconisations, il y a des réglementations dans le code du bâtiment en fait. Ah au Québec, code du bâtiment, ouais c'est ça, dans le code du bâtiment il y a effectivement des éléments et il est en train d'être complété justement, c'est pour ça, c'est ça, et donc oui il y a des réglementations, il y a des préconisations, il y a des, à la fois pour le sol, pour le double vitrage, typiquement le double vitrage, il y a à la fois des problématiques d'isolation thermique, mais aussi isolation acoustique en fait. Donc, ça tombe bien, quand on veut isoler thermiquement, généralement on isole aussi en partie, en grande partie quand même de façon acoustique. Donc ça, ça nous sauve un peu le travail. Mais, et notamment dans l'aéronautique, nous on est très contents que finalement la laine de, parce qu'ils utilisent en fait des laines de verre, la laine de verre, d'abord c'est pour l'isolation thermique. Ça tombe bien que ce soit aussi bon pour l'isolation acoustique, les propriétés en acoustique. Oui, c'est ça. En fait, c'est la capacité qu'a un matériau ou une structure à réduire la transmission du son. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on va poursuivre dans l'autre salle pour les massages sonores individuels. Un peu plus loin. Merci à nos invités. Merci. C'est intéressant. Très information, je vais demander ça m'intéresse.
excusez-moi. Ben voilà, alors je peux commencer. Alors voilà, ça a été une très bonne expérience en ce sens que c'était de calme, mais de calme inouï. En fait, ce qui est très très bienvenu ce temps-ci, entre autres, l'idée de cette atmosphère, de cette ambiance et de ce que ça a causé dans mon corps, c'est-à-dire que c'était au niveau du visage. C'est certainement significatif, mais je n'ai pas la science pour ça. En fait, moi, ça se présentait ici, vers le bas du menton. Et un petit peu plus tard, quelques minutes après, disons que le tout a monté selon les mouvements du massage, ça a monté vers le haut. C'est très agréable. Je pense que, disons, chaque semaine, une fois semaine, ce serait comme un bienfait. Je dirais bravo, mais en fait, si ce que j'ai à apporter, si ça peut aller dans le cadre de la recherche, bien tant mieux. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Est-ce que c'est correct ou il faut recommencer? Hein?